Il y a des gens qui manquent de respect à la forêt guyanaise, il y a des gens qui manquent de respect aux populations locales, qui s'imaginent être en pays conquis, qui croient, parce qu'ils ont vu des films, que la Guyane c'est comme l'Afrique, qui croient que le village de Caux c'est un village du Club Med. Bonjour, Jean-Marie Proto, guyanais, plus de 30 et quelques années de pratique de l'environnement dans plein de domaines, dans des métiers liés au guidage professionnel en milieu amazonien, garde de réserve naturelle nationale, guide animateur au parc naturel régional de la Guyane pour faire de l'éducation à l'environnement, au patrimoine, et puis également d'un point de vue associatif, depuis l'âge de 13-14 ans, membre de la CEPANGUI, la plus ancienne association de protection d'aménagement de la nature en Guyane, ancien et premier président de la fédération ANI, la première fédération de protection de l'environnement en Guyane, actuel secrétaire de la compagnie des guides depuis maintenant presque 10 ans, et puis actuel président de l'USOTG, l'Union syndicale des opérateurs touristiques de Guyane, une des 3 associations qui a la charge du tourisme ici en Guyane. Les guides en Guyane, ici en Guyane, aujourd'hui, on peut dire que ça va. Concrètement, on a connu les épisodes de la crise Covid. À ma connaissance, il n'y a pas eu de perte, on va dire, à ce niveau-là. Je n'ai pas connaissance de guides qui ont quitté la profession. Au contraire, de professions du tourisme liées plutôt à la restauration, où là, il y a eu effectivement des gens qui ont quitté ce métier-là. Au niveau des guides ici en Guyane, ça va. Alors, il y a 2 catégories de guides. Il y a les professionnels, qui sont des gens avec des assurances, avec une existence légale. Et puis, il y a ceux qui sont un peu dans l'ombre, qui travaillent, hein, mais qui n'ont pas forcément d'existence légale ou d'assurance ou de diplôme pour assumer les travaux qu'ils font. Mais en général, ça va. Alors, si vous faites comme moi, c'est un pur hasard. Vous vous faites embaucher dans une entreprise et sur le tas, au fur et à mesure, vous vous formez. En ayant l'amour du pays, en ayant l'amour d'apprendre des choses, parce que c'est pas comme ça demande un travail de recherche constante, continuelle, de lecture, d'aller dans des associations, de rencontrer des personnes ressources, autant le papy du village que le scientifique qui actuellement étudie la grenouille avec des yeux bleus, par exemple. Donc ça, c'est comme ça. Ça se fait comme ça sur le tas. Depuis peu, la compagnie des guides a créé des formations, des certificats de qualification professionnelle. Il y en a 3 qui ne sont valables que pour la Guyane. Guide animateur, autorisé à travailler la journée sur un circuit connu de sa personne. Le guide accompagnateur qui, lui, est autorisé à faire des nuitées avec des clients. Alors quand on entend ça, on se dit « Ah oui, des nuits en hamac », mais comme je dis pour rigoler, parce qu'un guide est aussi quelqu'un qui a un peu d'humour. Si jamais sur le circuit il y a un hôtel 4 étoiles, on ne va pas se gêner pour y dormir. Et le guide accompagnateur, il a aussi, en plus du guide animateur, une charge supplémentaire, c'est-à-dire qu'il peut être amené à s'occuper de l'approvisionnement, du campement, de la balade, etc., etc. Et puis le dernier des guides, c'est celui qui est qualifié de guide d'expédition, qui lui est capable de vous emmener en dehors des sentiers battus, avec la boussole, avec le GPS, sur plusieurs jours, et qui en plus aussi, très souvent, a une charge de chef d'entreprise et qui doit savoir aussi avoir des compétences en comptabilité. Donc voilà, c'est dit comme ça. Les formations ont enfin commencé cette année-ci. Elles durent à peu près 8 mois, 9 mois, et donnent à la fin, donc, si on réussit donc les CQP de guide animateur et accompagnateur, les diplômes. Mais dites-vous bien que ce n'est pas avec une formation de seulement 8 mois que vous avez une réelle connaissance du territoire, au niveau que ce soit naturel, au niveau culturel, et que constamment, continuellement, en tant que guide, vous devrez apprendre des choses, aller dans des expositions, aller dans des conférences, acheter des revues, parler avec des gens du coin, avec des scientifiques pour être un bon guide.
guide. Le mauvais guide, j'en ai connu quelques-uns, c'est le guide qui raconte n'importe quoi, qui va donner, et ça je dis la vérité parce que je l'ai vu qui va donner un nom d'oiseau à la place du nom d'une plante. Donc déjà, c'est mentir, voilà, c'est ça le mauvais guide. Le mauvais guide, c'est celui qui n'aura pas tout prévu, qui n'aura pas préparé correctement sa balade, son circuit, qui ne sera pas assez réactif face à un changement de situation, qui ne saura pas s'imposer dans le groupe face au client en disant « écoutez, c'est moi le guide, donc on prend telle direction, etc. etc. » C'est celui qui n'aura pas fait l'effort de se former, ne serait-ce que pour savoir faire un pansement. Voilà, ça c'est le mauvais guide. Celui qui n'a pas assez d'humour, celui qui ne prend pas sur lui quand il reçoit une remarque. Voilà. Le bon guide, eh bien, c'est tout le contraire. C'est l'homme, la femme qui aura préparé son circuit, qui le connaîtra correctement, qui se sera renseigné sur la météo ce jour-là pour savoir s'il va pleuvoir ou pas, qui aura le sourire, qui aura cette petite touche d'humour. Une des premières phrases que je dis quand je fais des formations pour les guides, depuis quelques années maintenant, même si, comme j'ai dit il y a quelques instants, on a enfin commencé les CQP depuis très très peu, et il y a eu des formations qui ont été faites déjà par le passé, tout va bien. Vos clients sont en vacances et vous travaillez. Donc tout va bien. Voilà, ça c'est le bon guide et celui qui gardera le contact avec sa clientèle, qui aura pris plaisir à être avec cette personne-là. Il y a des gens qui manquent de respect à la forêt guyanaise, il y a des gens qui manquent de respect aux populations locales, qui s'imaginent être en pays conquis, qui croient, parce qu'ils ont vu des films, que la Guyane c'est comme l'Afrique, qui croient que le village de Caux c'est un village du Club Med. Je parle de choses que moi j'ai vécues en tant que guide, où les gens me disaient « mais c'est pas un village du Club Med ici ». Je dis ben, « non, pourquoi ? C'est pas artificiel, le village de Caux c'est une population qui est là, si on remonte l'histoire avec la période esclavagiste, etc. Tout ça, c'est pas un village artificiel. Les gens sont là, ils sont chez eux, ils ont une façon de vivre. Et puis mettez-vous à la place des gens de Caux, que je comprends parfois, qui, vous imaginez, vous vivez dans un petit village tranquille, et puis quasiment du jour au lendemain, vous avez, alors heureusement, c'est pas des hordes, mais c'est constamment, continuellement, vous avez des visiteurs qui viennent devant chez vous, qui vous photographient, Pareil, une fois, un touriste est rentré dans une maison du village de Caux, et l'habitant l'a sorti quasiment le sabre à la main. Donc, il y a des gens qui manquent de respect comme ça à la Guyane, qui viennent d'ailleurs, mais il y a aussi, et ça faut aussi le dire, des gens du pays qui ne connaissent pas vraiment le pays, qui ont une appréhension. Pourquoi? Parce que malheureusement le système éducatif que nous avons subi et que nous subissons, celui de la République française, fait qu'on n'apprend pas la Guyane en tant que Guyanais, que l'on soit créole, amérindien ou autre. Il y a un défaut réel. Je prends mon cas, moi je suis désolé, à l'école de la République, j'ai appris le bassin aquitain, le bassin parisien, les Alpes, les Pyrénées, Vercingétorix, Napoléon, tout ça. Mais je n'ai pas appris que la Guyane, c'est entre Maroni, Oyapock, Atlantique et Timucumac, avec des populations amérindiennes comme ci, des populations bouchenègues comme ça, qu'il y a eu l'esclavage, qu'il y a eu le bagne, que le plus haut sommet de Guyane il fait telle longueur, que le plus long fleuve de Guyane il est comme ci, qu'il y a... J'ai pas appris ça moi à l'école. Et de la part de la population locale, il y a ce défaut de connaissance qui fait que de temps en temps, chacun regarde dans une direction qui est la sienne. Les Amérindiens ont une vision des choses qui est la leur, les Bushinengués aussi, les créoles de la côte, comme on dit aussi, les nouveaux arrivants, c'est encore une autre vision, et il n'y a pas cette unité. Et je prends souvent, ça va peut-être faire sourire ou dire « ah oui, il a peut-être raison, M. Prévoto, quand il dit ça », à Cayenne, il y a un monument que moi j'appelle le rond-point des Trois Couillons. Et j'assume ce que je dis. Vous avez un monument avec trois hommes qui se tournent le dos, qui ne regardent pas ensemble dans la même direction, qui portent une structure qui n'a rien de local, égyptienne, franc-maçonnique, comprenne qui veut, comprenne qui peut.
ces 3 hommes sont censés représenter un Amérindien, un black, un nègre et un blanc. Il n'y a que le blanc qui a un t-shirt. Et c'est une coupe Adidas, hein, c'est pas une coupe traditionnelle de l'époque des rois. Hein. Donc déjà, autant certains ont été déchouqués chez le Cher, c'est un autre discours, je pense qu'il faudrait aussi déchouquer ce monument qui fait que ça symbolise la non-unité de la population guyanaise. Parce que tant qu'on continuera à se tourner le dos, on ne regardera pas dans la même direction. Jean-Louis Antoine, c'est lui qui m'a fait devenir ce que je suis. Si j'ai le parcours que j'ai actuellement, c'est parce que j'ai rencontré Jean-Louis, j'avais 17 ans, j'étais un mauvais élève, on m'avait mis dans une classe de SECPA. Le hasard a fait que je me suis retrouvé dans un stage à l'INRA pour le programme d'élevage de la TIPA en bassin. Et le hasard a fait qu'il manquait une personne pour participer à une mission de pêche ichtyologique, une pêche scientifique, où là les poissons, on ne les attrape pas pour les manger, on les met dans des bocaux d'alcool pour plus tard compter les écailles et savoir si ce sont de nouvelles espèces ou pas. Et le monsieur qui a récupéré les scientifiques et moi, qui était encore mineur, parce que mon papa avait signé un papier pour que je puisse partir 15 jours, c'était ma première expérience de forêt comme ça, en profonde, sur la Rataille, affluent du fleuve Aproague. La personne qui a récupéré les scientifiques et qui les a amenés sur le site de Pararé, c'était Jean-Louis Antoine. Et quand il est revenu nous chercher 15 jours après, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, je me suis présenté, je lui ai dit que voilà, j'étais un jeune Guyanais de 17 ans et quelques mois, qui allait se retrouver au chômage à la fin du stage parce que l'école allait se terminer, etc. Il m'a dit, bon ben écoute, je prends ton contact, celui de mon papa en fait, à l'époque pas un portable, et puis si j'ai besoin d'un guide, je t'appellerai. Et même pas un an après, le téléphone a sonné chez mon papa à Kourou, c'était Jean-Louis qui m'a dit, ben écoute, je cherche un gars, est-ce que tu es partant? Ok. Et Jean-Louis m'a embauché comme stagiaire du CNASEA. Et Jean-Louis m'a tout appris. Il m'a appris à conduire une pirogue de 20 mètres de long dans la crique Gabriel. Il m'a appris à conduire un hydroglisseur, des bateaux, des ceci, des cela. Il m'a plusieurs fois engueulé parce que je ne faisais pas le travail comme il fallait. Grâce à Jean-Louis, j'ai découvert mon pays, la Guyane, le Maroni, la Mana, le Marais de Caux, la Prouague. Et puis Jean-Louis, au fil du temps, est devenu un ami avec qui j'ai toujours gardé contact. Alors, je me suis pris 2 ou 3 fois la tête avec lui parce que c'était un homme qui était un chef d'entreprise déjà, donc il ne s'agissait pas de rigoler hein, quand on travaillait avec lui, et puis qui avait une force de caractère aussi, mais je ne me suis jamais fâché avec lui vraiment. J'ai toujours... On s'est pris la tête, 2 ou 3 fois mon tout est plein, donc mon pâtis, mais il me rappelait quelques temps après parce qu'il avait besoin d'un guide, et moi je disais ok, pas de souci Jean-Louis, allez, je recommence à bosser pour toi. Et grâce à ce monsieur-là qui a plus de 40 ans de tourisme ici en Guyane, alors c'est pas le premier, avant lui il y a un autre monsieur qui s'appelle Alain Hermès, qui est aussi un ami, qui est encore vivant, qui a créé Takari Tour, qui d'ailleurs a embauché Jean-Louis quand Jean-Louis est arrivé en Guyane en 1976, pendant quelques temps comme guide, et puis après Jean-Louis a pris ses ailes, il a créé sa propre entreprise, Jean le Voyage quelques années après. Et Jean-Louis n'est pas le premier à faire du tourisme en Guyane, mais en tout cas, c'est lui qui a mis en avant la Guyane sous la manière écotouristique, qui, après avoir constaté que, à cause de l'orpaillage et d'autres problèmes, on ne pouvait plus continuer à travailler comme c'était le cas auparavant sur Caux, sur la Prouague, sur la Mana, s'est rabattu, pas sur Caux, pardon, sur la Prouague, sur la Mana, le Maroni, s'est rabattu sur Caux, justement, et a fait connaître Caux à quantité de personnes, et non seulement à quantité de touristes venant comme ça, mais également à des journalistes qu'il faisait venir gratuitement, et qui comme ça ont fait des reportages dans des magazines comme Le Figaro, pour la télévision, et qui fait que la Guyane a été connue. Il faut sortir, nous avons la chance d'être sur un territoire qui a plein de potentiel, tant au niveau naturel qu'au niveau culturel.
S'il fallait en dresser la liste, je pense que tu me dirais de couper parce qu'on va déborder du timing imposé. On peut pas, comme je dis aussi, on ne fait pas un bouillon Wara en 2 heures. Ça prend au moins minimum 2 jours pour faire un bon bouillon de Wara. Et encore, Et on ne peut pas parler de la Guyane en 2 minutes. Tellement il y a de choses. Il y a une phrase que m'a dit un monsieur que j'estime, qui est d'origine guadeloupéenne, qui travaille dans le tourisme depuis quelques années ici en Guyane, qui m'a dit que peut-être que l'explication du fait que le tourisme ici en Guyane ne se développe pas comme on l'espérerait, comme on le voudrait, c'est qu'il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Aux Antilles, Guadeloupe, Martinique ou La Réunion, c'est bon, l'image d'Épinal, cocotier, mer bleue. Voilà. Nous, alors on appelle la mer bleue, mais on a quand même des activités de plage que l'on peut faire. Et on n'a pas un cocotier, on a 60 espèces de palmiers locaux. Et voilà, on a les fleuves, on a les cultures, on a la base spatiale, on a le carnaval, voilà quoi. Donc, moi, ce que je peux vous dire une chose, c'est que moi, petit Guyanais sans diplôme, parce que j'ai arrêté l'école en 3e, par le tourisme, jusqu'à maintenant, je suis arrivé là où je suis. Alors, je ne vous ai pas dit d'arrêter les études comme moi, pour ceux qui sont encore à l'école, je n'ai surtout pas dit ça. Mais ça veut dire que le tourisme, et particulièrement ici en Guyane, permet à un homme, à une femme, quel que soit son niveau, quelle que soit son origine, si elle est sérieuse, si elle est responsable, si elle veut travailler, de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir s'en sortir. Alors chacun après se donne sa chance, chacun a des capacités que tout le monde n'a pas ou que d'autres ne peuvent pas avoir, mais par le biais du tourisme, on peut faire plein de choses. Le tourisme, c'est l'hôtellerie, c'est de la restauration, c'est du guidage, c'est le loisir, c'est la réservation de séjours, c'est plein de choses le tourisme. Et donc, un des moyens de développer le pays Guyane et d'arriver à faire quelque chose de sa vie, c'est le tourisme et de s'en occuper correctement et pleinement.